Janvier 1945. Allemagne de l'Ouest. Avant l'aube, un brouillard hivernal s'accroche au sol, estompant les contours des fermes en ruine et des champs gelés. La neige, piétinée en boue grisâtre par des semaines de déplacement, se durcit pendant la nuit en une croûte cassante. L'air est immobile, seulement rompu par un grondement mécanique lointain qui n'appartient pas à la nature. Il arrive par vagues, régulier et lourd, comme une tempête approchant qu'on ne peut fuir. Depuis une légère élévation, un général allemand observe la jumelle. Devant lui, un bataillon d'élite des hommes entraînés, aguerris et marqués par de multiples fronts, a pris position exactement selon ce que la doctrine exige. Ils s'attendent à un contact. Ils s'attendent à la résistance. Ils s'attendent à des pertes. Ce qu'ils ne s'attendent pas à voir, c'est leur disparition. À travers le sol gelé, 50 machines américaines avancent avec une précision méthodique. Des formes d'acier émergent de la brume, moteurs grondants, armes déjà alignées. Lorsque le feu commence, il n'est pas chaotique. Il est systématique, continu, implacable. Les minutes passent. Puis encore. Là où se tenait le bataillon, il ne reste que la terre retournée, la fumée flottante et le silence. À cet instant, voyant une formation entière effacée, le général comprend que la guerre pour laquelle il s'était préparé n'existe plus et qu'une force beaucoup plus vaste a pris sa place. En janvier 1945, la guerre que l'Allemagne menait n'avait que peu de ressemblance avec celle qu'elle avait prévue. 6 ans plus tôt, la doctrine militaire allemande reposait sur la vitesse, le choc et la précision. La Blitzkrieg n'avait jamais été pensée comme une guerre d'attrition. Elle supposait des campagnes courtes, des objectifs limités et des ennemis s'effondrant avant l'épuisement industriel. La Pologne en 1939, la France en 1940. Même les premiers mois de l'invasion de l'Union soviétique en 1941 semblaient confirmer que des formations disciplinées, un commandement supérieur et une audace opérationnelle pouvaient compenser des désavantages matériels. Mais le front occidental à l'hiver 1944-45 racontait une autre histoire. La défaite de l'Allemagne en Normandie avait brisé l'illusion d'invincibilité. La destruction du groupe d'armées B dans le piège de falaise avait coûté à la Wehrmacht des dizaines de milliers de soldats irremplaçables, ainsi que véhicules, artillerie et officiers expérimentés. À l'automne, les forces alliées avaient traversé la France plus rapidement que prévu par les planificateurs allemands, soutenus non pas par des dépôts capturés, mais par un flux ininterrompu de fournitures depuis les ports, les gares et les usines de l'Atlantique. L'offensive des Ardennes en décembre 1944, le dernier grand pari de l'Allemagne à l'ouest, était née du désespoir. Elle ne visait pas la victoire, mais la perturbation. En scindant le front allié et en capturant Anvers, le commandement allemand espérait fracturer la coalition et forcer des négociations. Pendant un bref instant, le succès initial raviva l'ancienne confiance. Les unités américaines furent surprises. Les lignes fléchirent. La neige et le brouillard immobilisèrent l'aviation alliée. Mais l'offensive échoua pour la même raison que tous les plans allemands échouaient désormais, la logistique. Les pénuries de carburant paralysèrent les pointes blindées. Les allocations de munitions furent réduites. Les divisions d'infanterie entrèrent au combat à moitié de leur effectif. Les bataillons d'élite panzer-grenadiers, Fallschirmjäger, formation vétérane de la ER, étaient élites de non plus que de réalité, composées de survivants épuisés, de remplaçants formés à la hâte et d'hommes trop jeunes ou trop âgés pour un combat soutenu. De l'autre côté, l'armée américaine menait un type de guerre fondamentalement différent. La doctrine américaine acceptait les pertes non pas comme un point de rupture, mais comme un problème logistique à résoudre. Les unités étaient relevées, reconstruites et rééquipées. Un char détruit n'était pas une tragédie, c'était une entrée dans un formulaire de réquisition. À la fin de 1944, les usines américaines produisaient avions, chars, camions et armes à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler et qu'elle ne pouvait plus perturber. Nulle part ce déséquilibre n'était plus visible que dans la guerre blindée. Le M4 Sherman, souvent critiqué pour sa vulnérabilité isolée, n'avait jamais été conçu pour combattre seul. Il avait été conçu pour être produit rapidement, transporté facilement, réparé rapidement et déployé en nombres écrasantes. Début 1945, les divisions blindées américaines alignaient régulièrement des centaines de chars, soutenus par l'infanterie mécanisée, l'artillerie, les ingénieurs et la puissance aérienne. Les commandants allemands, habitués à penser en termes de supériorité tactique, se trouvaient face à un ennemi qui considérait la puissance de feu comme une constante, non une variable. Les rapports de renseignement avertissaient de ce changement. Les analyses post-combat de fin 1944 soulignaient à plusieurs reprises la densité des armes automatiques américaines, la rapidité de remplacement des unités et l'intégration croissante des blindés avec l'infanterie et l'artillerie. Pourtant, la doctrine allemande, façonnée par les succès antérieurs, peinait à s'adapter.
Les bataillons d'élite étaient toujours chargés de tenir le terrain, de contre-attaquer de manière décisive et de restaurer des lignes brisées, des missions supposant une égalité de force qui n'existait plus. Le général qui observait ce champ gelé en janvier 1945 n'était pas témoin d'un échec de courage ou d'entraînement. Il assistait à la collision entre une armée conçue pour des batailles décisives et un ennemi construit pour une guerre industrielle soutenue. Et alors que l'avance américaine se poursuivait, ce déséquilibre ne se révélerait pas à travers des percées spectaculaires, mais par la destruction silencieuse et méthodique de formations incapables de supporter ce qui allait suivre. À l'hiver 1945, l'armée des États-Unis avait atteint un niveau de maturité opérationnelle que peu d'armées dans l'histoire avaient jamais atteint aussi rapidement. Ce qui distinguait les forces américaines sur le front occidental n'était pas le génie tactique au sens classique, mais la régularité. Les divisions américaines combattaient selon un rythme dicté par la logistique plutôt que par l'héroïsme. Chaque avancée, pause et engagement étaient gouvernés par les plannings d'approvisionnement, les convois de carburant et les lignes de remplacement. Là où les commandants allemands cherchaient des occasions de reprendre l'initiative, les planificateurs américains concentraient leurs efforts sur le maintien de la pression jusqu'à ce que la résistance s'effondre sous son propre poids. Cette approche n'était pas accidentelle. Elle était le produit d'une économie entièrement mobilisée pour une guerre totale. À la fin de 1944, les usines américaines produisaient près de 50 000 avions par an, des dizaines de milliers de véhicules blindés et des millions de tonnes de munitions. Le système logistique qui soutenait ces forces étendait des chaînes de montage du Midwest jusqu'au port de la Manche, puis en avant, à travers dépôts, gares et colonnes de camions circulant jour et nuit. Le Red Bull Express, bien que surchargé, symbolisait cette réalité. Des routes remplies de véhicules dont le seul but était de s'assurer que les unités en première ligne ne manquent jamais de carburant ni de puissance de feu. Les officiers du renseignement allemand étaient conscients de ces chiffres. Les rapports de la Boer et des commandants de terrain notaient à plusieurs reprises que les pertes américaines étaient remplacées à une vitesse alarmante. Les équipages de chars détruits en Normandie réapparaissaient quelques semaines plus tard dans de nouveaux véhicules. Les bataillons d'infanterie anéantis dans les Ardennes retournaient au front reconstitué. Pour les observateurs allemands, il semblait que l'ennemi pouvait absorber les pertes sans conséquence. Au niveau tactique, cela se traduisait par une méthode particulière d'engagement américaine. Plutôt que de rechercher une manœuvre décisive au niveau du bataillon ou du régiment, les commandants américains s'appuyaient sur une puissance de feu organisée en couches. L'infanterie avançait derrière des barrages d'artillerie minutés. Les chars ne se déplaçaient pas seuls, mais en groupes solidaires. Par-dessus tout, les armes automatiques dominaient le champ de bataille. La mitrailleuse de calibre .50, montée sur les chars, les half-tracks et les positions statiques devenaient une présence déterminante, son rythme mécanique et profond traversant le terrain, le climat et le moral des troupes. Pour les unités allemandes habituées à des engagements plus courts et à la conservation des munitions, cela était dévastateur. Les bataillons d'élite étaient souvent placés pour freiner l'avance américaine par des contre-attaques. La doctrine exigeait une concentration rapide, un choc violent et un retrait rapide avant que la force écrasante ne puisse s'exercer. Mais en 1945, les unités américaines leur refusaient cette fenêtre. Le contact était presque immédiatement suivi par le réglage de l'artillerie, la saturation des mitrailleuses et le mouvement des blindés. Ce qui aurait autrefois été un affrontement vif devint un processus d'attrition mesuré en minutes plutôt qu'en heures. La culture du commandement accentuait encore cet écart. Les officiers allemands étaient formés pour agir avec initiative dans l'incertitude, mais cela reposait sur des subordonnés expérimentés et des communications intactes. À la fin de la guerre, les pénuries de radio, le manque de carburant et l'interdiction aérienne constante fragmentaient le commandement et le contrôle. Les unités américaines, au contraire, opéraient dans un système qui mettait l'accent sur la redondance. Si un commandant tombait, un autre prenait le relais. Si une unité était bloquée, les formations adjacentes poursuivaient l'avance. Le résultat était un champ de bataille où l'excellence allemande ne pouvait plus compenser le déséquilibre systémique. Dans les semaines qui suivirent l'échec de l'offensive des Ardennes, le haut commandement allemand émit des évaluations de plus en plus sombres. Les rapports de terrain parlaient d'unités usées par un engagement continu et incapables de se dégager en raison de la densité de feu ennemi. Le langage était révélateur. La menace n'était plus la manœuvre de l'ennemi, mais sa persistance. Et cette persistance, soutenue par la capacité industrielle, s'avérait létale. A American Force push deeper into Germany, engagement multiplied in forest, village and open Grundallik. Each one followed a similar pattern. Contact, suppression, advance, consolidation. Four German battalions tasked with holding or counter-attacking. Survival depended de son courage d'Hennon Luc. Soon, one such engagement would crystallize all this thrown into a single moment,
one in which doctrine, expectation, and reality collided with irreversible force. The first angle through which this moment must be understood is human. The German battalion position on the frozen ground was not a collection of conscripts pulled hastily from depot. It was designated elite for a reason. Many of ETS men had survived earlier campaigns in France, the Balkans, or the Eastern Front. They had endured artillery, air attack, and close combat. They knew fear, but they also knew how to function within it. In January 1945, they expected another brutal engagement, dangereux, costly, but survivable. What they encountered defied that expectation. As American firepower calmed down, the psychological structure that sustained une cohésion began to fracture. Continued machine gun fire denied movement. Artillery burst made communication impossible. Survival had described the sensation not a battle, but a compression space, time, and decision collapsing under constant pressure. Training did not fail. The environment rendait irrelevant. The second angle is tactical. German doctrine emphasizes counterattack as the soul of defense. But counterattack required freedom of movement and the ability to mass force. Against 50 American armored vehicles advancing in coordination, supported by infantry and indirect fire, neither condition existed. Every attempted repositioning drew immediate response. Terrain offrait no sanctuary. Forest amplified fragmentation. Open ground invited annihilation. The Americans did not rush. They advanced at a pace dictated by suppression, not speed. Tank halted, feared, advanced again. Infantry followed, clearing what remained. The objective was not breakthrough, it was elimination. The third angle is technological. The American vehicles advancing that they were not individually superior to their German counterparts. Their power lay in intégration. Radio function reliably. Ammunition stock were ample. The .5 en calibre machine guns mounted atop turret and half-track delivered sustained fire the German units could not match or escape. To those on receiving end, the sound became a constant presence, a mechanical roar that drowned out shooting order and collapsing earth leak. This was not innovation in design. It was mastery of system. Each of these angles, human endurance, tactical doctrine, and technological integration, fed into the same outcome. The battalion was not defeated by a single blow, but by a sequence of pressure applied without pause. And as the engagement unfolded, a fourth angle began to assert itself. Leadership, watching the disappearance of a formation in real time, forced to confront a truth no report could soften. The fourth angle is leadership, and it began not with order issued, but with realization. From his observation point, the German general understood the language of battle intimately. He had watched formation break before. He had seen units withdraw under pressure, reorganize, and return to the fight. What unfolded in front of him did not follow that pattern. Report from subordinate officers grew shorter, then ceased entirely. Runner failed to return. Radio traffic dissolved into static and fragment. The battalion was not maneuvering. It was being erased. German leadership culture prized decisiveness and personal responsibility. Commanders were expected to intervenir, to redirect force, to restore coherence. But by 1945, the means to do so had narrowed drastically. Reserves were non-exist. Artillery support was limited by ammunition scarcity. Air cover was a memory. What remained was observation without agency, a uniquely corrosive experience for officers trained to shape outcome. The fifth angle is the enemy's perspective. American commanders did not interpret the engagement as extraordinary. After action report described it in restrained language. Resistance encountered, objective secured, enemy force neutralized. There was no triumphalism. This was procedure. Firepower was applied until resistance ceased, then units moved forward. The absence of drama was itself revealing. The engagement fit neatly into a brodé opérationnel pattern repeated across the Western Front. Le sixième angle est moral et idéologique. Les soldats allemands avaient été formés à croire que discipline, sacrifice et tradition militaire conféraient la supériorité. Les forces américaines, en revanche, représentaient quelque chose de profondément déstabilisant. Une armée dont la force ne provenait pas d'une tradition ancienne, mais de l'organisation collective, de la capacité industrielle et d'un système politique capable d'absorber les pertes sans s'effondrer.
Le son récurrent des mitrailleuses américaines, un rythme constant et impersonnel, devint un symbole non seulement de puissance de feu, mais d'une idéologie qui considérait la guerre comme un problème à résoudre par l'abondance. Ensemble, ces angles expliquent pourquoi la destruction du bataillon importait bien au-delà de son empreinte tactique. Ce n'était pas une défaite imputable au climat, à la chance ou à une erreur individuelle. C'était une démonstration qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Le général allemand qui observait comprit que ces hommes n'avaient pas été surpassés au combat. Ils avaient été surpassés en production, en soutien et en endurance. Et alors que l'avance américaine se poursuivait, l'engagement progressait vers sa conclusion inévitable, le moment où le sort du bataillon devenait irréversible et où le sens même de la guerre se modifiait en l'espace d'un seul matin glacé. Le tournant ne s'annonça ni par une explosion ni par une char dramatique. Il arriva silencieusement, par accumulation. Peu après le premier contact, les observateurs avancés américains ajustèrent le tir de l'artillerie. Les coordonnées furent affinées. Les portées réduites. Ce qui avait commencé comme un tir d'essai devint une suppression systématique. Les positions allemandes qui avaient survécu à l'approche blindée initiale furent coincées, puis encerclées. Le sol gelé, trop dur pour des tranchées efficaces, transforma les fosses peu profondes en pièges plutôt qu'en abris. Les chars américains avancèrent par bonds délibérés. Ils ne cherchaient pas l'ennemi blindé, ils cherchaient à nier l'espace. Chaque arrêt était suivi d'un feu contrôlé, des obus explosifs dirigés dans les lisières, des rafales de mitrailleuses couvrant les axes probables de mouvement. Les mitrailleuses de calibre .50 parlaient presque continuellement maintenant, leur cadence lourde résonnant à travers le champ. Pour le bataillon allemand, ce son devint la caractéristique déterminante de la bataille. Ce n'était pas le cri des obus ni le claquement des fusils, mais le pouls mécanique ininterrompu qui rendait toute tentative de coordination impossible. Les officiers allemands tentèrent d'initier une contre-attaque conformément à la doctrine. De petits groupes avancèrent, puis disparurent sous le feu avant tout contact. Les communications s'effondrèrent complètement. Sans soutien d'artillerie ni renfort blindé, l'initiative se dissout en acte isolé de survie. À mi-engagement, le bataillon cessa de fonctionner comme unité. Les survivants rapportèrent plus tard avoir perdu toute notion du temps. Les ordres n'arrivaient plus. Les routes de retraite étaient coupées par des champs de tirs croisés. L'infanterie américaine suivait les chars, nettoyant méthodiquement les positions, ne rencontrant de résistance que par fragments. Depuis son point d'observation, le général allemand vit les derniers rapports disparaître. Ce qu'il voyait à travers ses jumelles n'était ni une retraite, ni une percée, mais l'absence. Là où sa carte indiquait compagnie et peloton, il n'y avait que terre retournée et fumée flottante. À cet instant, la prise de conscience fut totale. Ce n'était pas une bataille qui pouvait être récupérée lors de la phase suivante ou corrigée par une meilleure exécution. C'était une démonstration d'un nouvel équilibre, un équilibre où le statut d'élite n'offrait aucune protection contre une force soutenue et industrialisée. Le bataillon ne se rendit pas. Il ne se retira pas dans l'ordre. Il cessa simplement d'exister en tant que formation efficace. Et alors que l'avance américaine se poursuivait sans pause, les implications de cette disparition commencèrent à s'étendre bien au-delà du champ gelé où elle s'était produite. En fin de matinée, le champ était silencieux. Les unités américaines signalèrent leurs objectifs atteints et poursuivirent leur progression selon le plan. Les ingénieurs balisèrent les voies dégagées. Les médecins traitèrent les blessés qu'ils trouvèrent. Des unités de remplacement avancèrent pour occuper un terrain qui ne nécessitait plus de combat. La machinerie de l'avant se poursuivit avec un calme presque bureaucratique, comme si l'engagement n'avait été qu'un obstacle brièvement rencontré et efficacement éliminé. Pour l'état-major allemand, la signification de ce qui s'était passé émergea lentement, filtrée par l'absence plutôt que par l'information. Aucune retraite organisée n'était enregistrée. Aucun groupe de prisonniers consolidés n'avait été pris. Les estimations des pertes étaient imprécises, car aucune unité ne pouvait les rapporter. Les évaluations ultérieures, reconstituées à partir de registres de personnel manquants et de comptes rendus dispersés de survivants, suggérèrent que le bataillon avait subi des pertes catastrophiques en quelques heures, tués, blessés ou dispersés au-delà de toute récupération. Ce qui avait été une force de combat cohérente n'était plus que des individus isolés se déplaçant vers l'est, seuls ou pas du tout. Le général ordonna une inspection des positions adjacentes. Il n'y avait rien à renforcer, rien pour contre-attaquer. Ce qui avait disparu ne pouvait pas être remplacé. En janvier 1945, l'Allemagne ne disposait plus des réserves humaines ou matérielles nécessaires pour reconstruire des formations d'élite détruites de cette manière. Les filières de formation étaient épuisées. Les allocations d'équipement n'étaient que théoriques. Les ordres émis par le haut commandement parlaient de tenir des lignes qui n'existaient plus sur la carte.
Les rapports de terrain des autres secteurs reflétaient le même langage. Des unités décrivaient être écrasées par la densité du feu. D'autres notaient que les blindés ennemis avancent malgré les pertes. La formulation révélait une vérité inconfortable. Les pertes américaines, autrefois supposées ralentir les opérations, n'altéraient plus le résultat. L'avance les absorbait et continuait. Le poids symbolique de l'engagement grandit avec le recul. Les officiers allemands avaient longtemps cru que la supériorité qualitative pouvait compenser l'infériorité numérique. La disparition d'un bataillon d'élite sous le feu soutenu américain brisa cette hypothèse. Ce n'était pas le résultat d'une erreur opérationnelle ou d'une décision de commandement ratée. C'était la conséquence de combattre un ennemi dont la force résidait non dans des moments exceptionnels, mais dans une normalité implacable. Le son qui persistait dans la mémoire n'était ni des cris ni des explosions, mais le martèlement constant des mitrailleuses américaines, un son qui ne montait ni ne descendait avec l'émotion. Il continuait simplement jusqu'à ce que rien ne bouge. Dans les jours qui suivirent, les forces américaines pénétrèrent plus profondément en Allemagne. Des rivières furent franchies, des villes approchaient. La résistance, lorsqu'elle se manifestait, suivait le même schéma, une intensité brève, puis l'effondrement. La guerre à l'Ouest n'était plus un concours de manœuvres. Elle était devenue un processus de réduction. Et à mesure que le front progressait vers l'Est, la disparition de ce bataillon devint moins une tragédie isolée qu'un jalon, marquant le point où l'issue de la guerre n'était plus en question, seulement sa temporalité. Les conséquences se déployèrent non dans le choc, mais dans l'inévitabilité. En quelques jours, les officiers d'état-major allemands compilèrent des évaluations fragmentaires de ce qui s'était passé. Les rapports d'effectifs révélaient des vides là où des compagnies entières auraient dû se trouver. Les listes d'équipements restaient sans réponse. Les messages envoyés aux quartiers généraux régimentaires revenaient marqués « unités plus opérationnelles ». Le langage était administratif, dépouillé d'émotions, et pourtant il traduisait une réalité désormais impossible à dissimuler. Les formations étaient consommées plus vite qu'elles ne pouvaient être enregistrées. Pour l'armée allemande à l'ouest, il ne s'agissait plus d'un événement isolé. Cela s'inscrivait dans un schéma croissant observé depuis l'automne 1944. Les désignations d'élite, autrefois réservées à des formations capables d'action décisive, étaient devenues des labels symboliques masquant une dégradation sévère. L'efficacité au combat dépendait désormais moins de l'expérience que de la capacité d'une unité à rester soutenue sans s'effondrer. Et de plus en plus, elle ne le pouvait pas. Les rapports opérationnels américains du même moment révèlent un contraste saisissant. Les engagements étaient mesurés en objectifs atteints, en munitions consommées et en temps écoulé. Les pertes étaient reconnues, mais rarement qualifiées de perturbatrices. Le système les absorbait. Les équipages de remplacement arrivaient. Les véhicules endommagés étaient récupérés ou contournés. L'élan en avant reprenait. La destruction du bataillon modifia également la planification défensive allemande. Les positions autrefois destinées à servir d'ancrage aux contre-attaques furent reclassées en point de retard. Les ordres insistaient sur le gain de temps plutôt que sur la tenue du terrain. Les commandants de terrain furent chargés de préserver les restes des unités plutôt que de les sacrifier dans des combats inutiles. Pourtant, ces directives entraient en collision avec la pression politique venue d'en haut, exigeant une résistance jusqu'au dernier. L'effet psychologique sur les survivants allemands fut profond. Les vétérans, après des années de combat, commencèrent à parler ouvertement lorsqu'ils osaient d'un sentiment de défaite mécanique. Pas une défaite par courage ou ruse supérieure, mais par un ennemi dont la présence semblait inépuisable. Le son récurrent du feu automatique américain, en particulier le pouls profond et implacable de la mitrailleuse de calibre .50, devint un raccourci pour ce ressenti. Il signifiait non seulement le danger, mais la finalité. Pendant ce temps, les forces américaines interprétaient les mêmes événements à travers un prisme différent. Les manuels de formation et les études après action renforçaient la confiance dans la doctrine des armes combinées. L'engagement confirmait la conviction que la coordination disciplinée, la puissance de feu soutenu et la profondeur logistique pouvaient neutraliser même les formations, ennemies les plus expérimentées. Aucune adaptation n'était nécessaire. Le système fonctionnait comme prévu. Alors que l'hiver laissait lentement place au printemps, le front occidental se déplaçait résolument vers l'est. Le Rhin se profilait à l'horizon. La résistance allemande s'amenuisait, non pas uniformément, mais de manière prévisible. Là où la puissance de feu américaine se concentrait, les unités se dissolvaient. Là où elle marquait une pause, le mouvement reprenait peu après. La disparition d'un bataillon d'élite devint ainsi partie intégrante d'un rééquilibrage plus large, un rééquilibrage qui redéfinissait la manière dont la guerre serait menée dans ces derniers mois et la manière dont sa fin surviendrait.
Dans les semaines qui suivirent l'engagement, les conséquences de la disparition de ce bataillon se firent sentir des deux côtés du front. Le haut commandement allemand peinait à contextualiser la perte. Les rapports des secteurs voisins notaient que des schémas similaires émergeaient. Des unités autrefois jugées capables de tenir ou de contre-attaquer étaient neutralisées sous le feu soutenu. Même des lignes défensives bien positionnées n'offraient plus de sécurité. Les rapports de pertes, autrefois précis, devinrent des estimations fragmentaires, obligeant les commandants à planifier des opérations contre des fantômes plutôt que contre des formations réelles. Le moral, déjà fragile après l'échec des Ardennes, commença à s'éroder davantage. Les vétérans notaient dans leurs journaux que même la discipline la plus rigoureuse ne pouvait compenser le poids implacable, presque impersonnel, de la puissance de feu américaine. Pour les forces américaines, l'événement confirmait les hypothèses doctrinales. Les commandants notèrent dans les journaux opérationnels que la coordination des chars, de l'infanterie, de l'artillerie et des mitrailleuses permettait d'éliminer systématiquement l'opposition sans engager excessivement le personnel. L'engagement devint un modèle pour les opérations futures. Supprimer, fixer, neutraliser et avancer. Les observateurs soulignèrent l'efficacité de la logistique mécanisée. Les équipages et véhicules de remplacement arrivaient en quelques jours. Le réapprovisionnement en munitions ne faiblissait jamais. La capacité industrielle des États-Unis transformait les engagements tactiques en processus inexorables plutôt qu'en affrontements imprévisibles. La résonance symbolique de la mitrailleuse de calibre .50, son feu continu et inflexible, ne fut pas perdue de vue par l'un ou l'autre camp. Pour les soldats allemands, elle devint un marqueur de destruction inévitable. Pour les Américains, elle représentait la projection de l'abondance sur le champ de bataille, une manifestation tangible d'une société capable de surpasser et de soutenir n'importe quel adversaire. Les historiens notèrent plus tard que cet engagement symbolisait un tournant, non seulement dans la campagne locale, mais dans la guerre elle-même. La disparition d'un seul bataillon d'élite sous un feu coordonné et implacable mettait en évidence une vérité plus vaste. En 1945, la victoire sur le front occidental dépendait moins du courage individuel ou du génie tactique que de la résilience systémique, de la production industrielle et de la capacité à maintenir la pression dans le temps. Stratégiquement, le haut commandement allemand commença à ajuster sa doctrine, non pour reprendre l'initiative, mais pour retarder l'inévitable. Les positions défensives furent raccourcies, les forces consolidées, et l'espoir se concentra de plus en plus sur la tenue de terrain suffisamment longtemps pour ralentir l'avance américaine. Mais la leçon de ce champ gelé de janvier resta immuable. L'ère des petites formations d'élite capables d'obtenir des résultats décisifs contre des ennemis massifs et bien approvisionnés était révolue. La disparition du bataillon devint ainsi à la fois un avertissement et un repère. Elle symbolisait la collision des attentes militaires traditionnelles avec la guerre industrialisée moderne, une collision qui définirait les derniers mois du conflit européen. Le champ gelé où le bataillon avait disparu resta silencieux longtemps après que les derniers tirs se furent tus. La neige recouvrait la terre retournée. La fumée des véhicules incendiés s'élevait dans le ciel et se dissolvait dans la lumière grise de l'hiver. Le son qui avait dominé la matinée, le pouls mécanique et implacable des mitrailleuses de calibre .50, demeurait dans la mémoire comme un fantôme, un signe d'inévitabilité plutôt que de triomphe. Ce son, répété dans chaque engagement ultérieur, devint un symbole. Il ne parlait ni de courage ni de peur, mais de la capacité d'une société à mobiliser ses ressources, à transformer l'abondance en action. Pour les Américains, il représentait la manifestation de la démocratie industrielle, la capacité de convertir production, main-d'œuvre et coordination en puissance soutenue sur le champ de bataille. Pour les Allemands, il rappelait que tradition, entraînement et bravoure pouvaient être balayés face à une force systémique et implacable. La disparition d'un seul bataillon cristallisa une vérité plus large sur la guerre moderne. Les batailles n'étaient plus décidées uniquement par le talent individuel ou le commandement héroïque. Elles étaient déterminées par l'endurance, l'intégration et la capacité à soutenir les opérations au-delà du moment immédiat. Ce qui avait été perdu sur ce champ, hommes, cohésion, espoir, constituait une leçon sur les limites de l'excellence face à une production et une logistique inépuisables. Et pourtant, au-delà de la stratégie et de la tactique, au-delà des cartes et des rapports, il existe une vérité plus silencieuse. La liberté, l'abondance et la résilience sont indissociables des systèmes qui les soutiennent. En ce moment, sur ce sol gelé, la guerre révéla non seulement le pouvoir de l'acier et de la munition, mais le poids durable de ce que les sociétés peuvent produire lorsque but, idéologie et ressources convergent. Le bataillon disparut, mais sa disparition raconta une histoire plus vaste que tout engagement individuel. C'était une histoire de transformation, d'un monde ancien heurtant un monde nouveau, une histoire d'inévitabilité et de force silencieuse, presque poétique,
qui surgit lorsque préparation et opportunité se rencontrent et lorsque les outils de l'abondance avancent inexorablement, indifférents aux attentes, jusqu'à ce que le monde lui-même soit remodelé. Le champ devint silencieux. Les machines poursuivirent leur route. L'histoire, implacable, enregistra à la fois la perte et la leçon.